Que oui, on peut avoir des choses à dire, que personne nous offre un cadeau en nous publiant, que si on s'est rendu au bout d'un processus, c'est parce que cet élan est assez fort pour que ces processus existent, puis que ces livres existent aussi. Donc, il faut se donner de la valeur, il faut respecter ses droits. Les deux femmes qui sont au Guatemala parlent comme de la disparition, comme des gens, des trucs comme ça. Puis il y a juste un moment, j'ai juste commencé mais à pleurer. Puis non, mais j'ai vraiment, ça coulait là, comme facilement, alors que je comprenais pas pourquoi ça sortait à ce moment-là. Je m'appelle Lula Carballo, je suis écrivaine. Je suis née en Uruguay et j'habite au Québec depuis 23 ans. J'ai publié 4 livres depuis 2018 et je fais aussi de la traduction, médiation culturelle. Je donne beaucoup d'ateliers, des créations et c'est à peu près ça. Parfait, merci beaucoup. Et Renato? Oui, bonjour, je m'appelle Renato Rodriguez-Lefebvre. Moi, je suis né ici au Québec d'un père guatémaltèque et d'une mère québécoise. J'ai grandi principalement à Montréal, puis ensuite j'ai passé quelques années mémorables pour différentes raisons, proche de Sorel-Tracy, dans une ville qui s'appelait Saint-Ours. Et j'écris de la prose, je fais aussi de la recherche via ma carrière universitaire aussi, sur des enjeux qui touchent aussi à l'Amérique latine, aux littératures autochtones. Et je fais aussi de la traduction littéraire, je fais un peu d'édition aussi pour le magazine Spirale et autres choses comme ça. OK, intéressant. Et c'est une question que je me pose, c'est, disons, votre lien avec l'Amérique latine. Comment vous percevez ça? C'est sûr que je pense que c'est toujours complexe, mais dans mon cas, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que honnêtement, je pense que s'il y a 5-6 ans, on m'avait invité pour ce sujet-ci, je pense pas que j'aurais accepté de venir parce que je pense pas que je me serais senti assez connecté aussi à ma propre histoire pour accepter d'endosser l'étiquette latino-américaine. De sorte que... Donc, il y a eu un changement ces 5 dernières années. Ouais, vraiment, parce que j'ai commencé à aller au Guatemala pour la première fois il y a 7 ans. Ma recherche aussi à l'université a commencé un peu plus à se pencher là-dessus. Puis, j'ai commencé à faire la traduction littéraire. Et graduellement aussi, j'ai commencé à me connecter aussi avec des personnes au Guatemala qui produisent aussi de la littérature. Donc, ça m'a un peu plus connecté aussi avec cette culture-là. Puis, ça m'a rendu plus à l'aise aussi, je pense, de nommer les choses avec lesquelles j'ai pas grandi, les manquements qui ont été présents aussi dans ma vie quand j'étais enfant. Puis aussi, ça aussi, maintenant, je suis vraiment plus à l'aise de le nommer, mais aussi une certaine solitude, je pense, que j'ai ressentie étant enfant puis adolescent parce que mon père était complètement absent de mon enfance. Mon père était chilien, mais il y avait d'autres problèmes avec lui. Et ensuite, à l'adolescence, j'étais juste dans un milieu blanc qui se moquait des fois aussi un peu de ma double origine, puis qui me fait sentir comme quelqu'un d'exotique alors que je parlais pas encore espagnol. Donc pour moi, ça a été assez complexe comme de rééquilibrer un peu les morceaux entre le Québec et, dans mon cas, le Guatemala. Ouais, et donc ça veut dire que avant, comme t'avais jamais visité le Guatemala? Non, c'est ça. J'ai commencé pour la première fois en 2018, j'avais fait le tour du pays pour y voyager, pour voir un peu ça ressemblait à quoi. Puis, je veux dire, c'est un voyage, je veux dire, c'est touristique, j'étais seul, mais je sentais tellement d'émotions fortes face à certains paysages, dans certains endroits, que je me disais, mais il y a quelque chose qui se manifeste dans mon corps, qui fait en sorte que j'ai besoin de revenir par la suite. Puis peu à peu, j'ai commencé puisque je suis un peu lent et que je suis un peu intellectuel, puis que j'ai besoin de cadrer les choses pour les faire, j'ai commencé à essayer de me reconnecter ensuite avec cette culture-là, puis aussi à rencontrer des autoristes latino-américaines aussi. C'est des choses qui m'ont aussi encouragé à poursuivre cette voie-là aussi et à continuer à le faire en étant patient autant que possible. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Mais toi, Lola, t'es née en Uruguay, c'est ça? Oui, je suis née en Uruguay et je suis arrivée au Québec vers l'âge de 15 ans, donc en pleine adolescence. Et mon rapport avec mon identité uruguayenne a toujours été constant. Je l'entends au quotidien parce que j'ai appris la langue française ici, puis j'aurai toujours un accent dont aujourd'hui je suis profondément fière, mais au début, ça a été aussi un enjeu, le fait de pouvoir me faire entendre et comprendre au-delà de cette sonorité qui était toujours remarquée. Encore aujourd'hui, on me félicite parce que je parle bien le français. Ah ouais? Ouais, ce qui est complexe, on pourra en parler plus tard si vous le voulez, mais
j'ai toujours gardé en lien avec ma culture uruguayenne parce que, premièrement, j'avais déjà commencé à lire beaucoup de littérature de mon pays et à m'intéresser à l'écriture concrètement. J'avais commencé à écrire dès l'âge de 13 ans à peu près. Puis en Uruguay, la culture est vraiment mise de l'avant, vraiment valorisée. Donc, je suis arrivée au Québec avec ces bagages, disons, que j'ai essayé de porter pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'écrive mon premier livre, Créatures du hasard, qui s'inspire de mon enfance en Uruguay. Mais je dirais aussi qu'il y a eu comme un rapport nostalgique pendant 10 à 15 ans jusqu'à ce que je rompe symboliquement avec le Québec. Culture avec lieux et culture avec lesquels j'ai toujours essayé de coïncider, de m'adapter, de correspondre. Puis avec la pandémie, c'est pas pour les mêmes raisons, Renato, mais avec la pandémie, il y a eu une résurgence en fait de cette volonté de tout faire cohabiter. Parce qu'avant, je me sentais peut-être aussi scindée. Je sentais que je pouvais pas parler de tous les aspects qui m'intéressaient, de la latinité ou de ce qui me constituait aussi ici, là, en tant que personne interculturelle. Et puis ça s'est comme transformé. Pendant la pandémie, grâce à la musique, beaucoup d'affirmations, d'aspects qui passaient par mon corps, oui, par ma façon de m'exprimer. J'ai comme assumé plus d'aspects de mon identité. Et justement, quand tu mentionnes que tu étais nostalgique, c'est par rapport à quoi exactement? Par rapport à mes souvenirs d'enfance, les personnes de ma famille qui sont en Uruguay, mon rapport au sport, au soccer, à la musique, au carnaval, à plein d'aspects de ma culture dont je me remémorais, mais qui n'étaient pas si présents non plus dans mon quotidien parce que j'étais dans un contexte très québécois et que j'essayais vraiment d'y correspondre. J'essayais d'être bonne élève, entre guillemets. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que je pouvais être tout à fait comme je suis, là, avec toute la complexité que ça implique. Ouais, mais c'est quand que tu t'es rendu compte que tu pouvais justement avoir ces identités sans qu'elles rentrent en contradiction nécessairement? Pour aller plus dans le côté intime, j'ai été en couple avec une personne québécoise pendant 13 ans. Et c'était une personne qui était liée à la culture. Et il n'y avait jamais eu de place pour ma culture ou mes cultures à moi dans ce contexte, qui était un contexte très fermé. Pas fermé au niveau des personnes qui les constituaient, mais la culture québécoise primait, puis il n'y avait pas d'intérêt manifeste ou d'espace pour explorer mes intérêts. Juste un exemple, si j'avais je sais pas, des références littéraires, mais personne ne les avait lues. Donc, la conversation restait toujours sur les terrains de l'anecdote ou de la recommandation. Tandis que vous le savez sans doute que quand on a un intérêt partagé ou qu'on connaît vraiment une autre culture et qu'on a lu certains auteurs, autrices, on a écouté la musique, on a vécu dans ces lieux, ben on peut aller vraiment plus loin. Quand on parle la langue, encore plus. Donc voilà, c'est en étant seule, en fait, c'est en me retrouvant moi-même que j'ai commencé à assumer aussi le fait que j'aimais certains rythmes de musique qui étaient peut-être stigmatisés là aussi ou associés à... Je sais pas. On en parlera de ça aussi, si vous voulez, plus tard. Mais c'est Bad Bunny là, qui m'a... Ouais. Tout ça, le gros préambule pour dire que les jaillissements de ce phénomène culturel a fait en sorte que je m'assume totalement en étant intellectuelle et fan de reggaeton. Ouais, non, fan du reggaeton, moi aussi, à 100%. Oui, je pense que... Bon, c'est dit. Ça marche. C'est dit. Génial, c'est dit. Oui. Mais intéressant, c'est comme une redécouverte, en fait, ou une découverte de la culture. Oui, parce que je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent on est dans des contextes où il faut être d'une certaine façon. Et si on aime d'autres aspects de notre identité et qu'on veut les explorer, on est considéré comme étant soit superficiel, vulgaire, ou plein d'autres stigmates. Puis j'y croyais à l'époque. Donc, j'ai croyais que pour écrire, il fallait que je sois extrêmement cadrée, très sobre, que je ne parle
pas de manière enthousiaste. Mais c'était mes propres croyances, mes propres acquis. Personne ne m'avait dit qu'il fallait être comme ça. C'est sans doute les institutions qui m'ont façonné, le fait d'avoir étudié en littérature toute ma vie, d'avoir fait une maîtrise en création littéraire, d'être entourée presque uniquement des personnes blanches qui avaient d'autres rapports à la littérature. Et donc, tout ce qui était plus passionnel, spontané, qui sortait du cadre, mais était pointé à l'époque, jusqu'à ce que j'ai publié mon livre, puis qu'il soit bien accueilli. Puis là, je me suis dit, bon, c'est possible, et j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Donc, je me suis donné moi-même cette permission de m'aimer totalement, puis d'explorer d'autres aspects de ma vie, de mon identité. Ouais. Et mais Renato, toi aussi, tu disais que à un certain moment, tu as commencé à redécouvrir... Oui. Ben, bon, dans mon cas, c'était juste découvrir tout court aussi. C'est-à-dire, j'avais déjà lu un peu, par exemple, la littérature guatémaltèque traduite comme Asturias ou des choses comme ça. Mais c'est ensuite par les voyages, par les rencontres qui ont été effectuées là-bas, que ça m'a permis aussi de me connecter à une culture contemporaine aussi au Guatemala, autochtone, de différentes cultures, Quiché, Cachiquel et autres, et aussi avec des personnages assez comme rocambolesques, comme un monsieur très sympathique qui s'appelle Simon Pedrosa, qui est comme un poète, des fois alcoolique, avec une mémoire comme phénoménale des événements politiques et historiques de son pays, puis qui a beaucoup joué comme un guide pour moi aussi, un rôle de guide pour moi depuis à peu près comme 2-3 années. Donc c'est en rencontrant ces personnes-là aussi que ça m'a vraiment aidé à comme voir le pays d'une autre manière aussi. Parce que moi, quand j'ai grandi, enfant, tout ce qu'on me disait du Guatemala, c'est comme « Ah, il y a des Mayas là-bas, ton père a disparu », puis c'est à peu près ça les représentations dont je disposais. Donc, Ouais, les informations de base, disons. ouais, c'était très comme... minime. Ouais, c'était minime, fragmenté. Puis ça m'incitait pas non plus vraiment à y aller non plus. Ma mère y avait jamais été. Donc, j'y suis allé seul. Et de là, graduellement, avec l'aide de certains amis aussi du Québec qui avaient travaillé au Guatemala, j'ai pu rencontrer des personnes aussi qui œuvrent dans la culture et tout. Donc ça aussi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aidé parce que ben, sinon, forcément, quand tu arrives dans un pays, tu sais pas c'est quoi les institutions, tu sais pas c'est quoi les réseaux, tu sais pas où sont les gens. C'est grâce à des amis. Donc, j'ai pu graduellement commencer à comme rencontrer des littéraires là-bas, des gens politiques qui m'inspirent aussi beaucoup. Et bizarrement, enfin, je sais pas si c'est bizarre aussi l'origine ou c'est le destin ou quelque chose comme ça, mais du moment où j'ai commencé aussi à rencontrer des gens qui faisaient de la culture au Guatemala, aussi dans ma vie ici au Québec, j'ai aussi rencontré des gens qui ont entretenu une relation forte avec le Guatemala aussi, de sorte qu'il y a une espèce comme de... un genre de jeu de renvoi, un jeu de miroir aussi un peu qui s'est constitué entre Montréal et certains endroits du Guatemala aussi. Est-ce que tu parles de la diaspora guatémaltèque ici ou... Non, pas forcément. Je pense à, par exemple, les personnes qui ont fondé Ondinoc, la première troupe de théâtre autochtone francophone au Québec. Yves Sioux-Durand puis Catherine Jonca, qui sont aussi devenus des amis. Ils ont beaucoup voyagé au Guatemala, en fait. Puis quand je vois Yves, souvent, il me parle du Guatemala, il me parle un peu de certains mots en maya quiché aussi, puis de l'importance que le Guatemala a eu pour lui dans son parcours. Donc, c'était assez étonnant de voir que des gens aussi qui avaient une vraie pensée comme transaméricaine, pensée autochtone aussi, avaient comme des liens inattendus avec comme le Guatemala aussi. Puis on dirait que je prenais ça comme des clins d'œil à chaque fois quand ça arrivait, ces choses-là, comme si, même si ça prenait du temps, je cheminais quand même dans la bonne direction. Et que j'aime beaucoup moins seul aussi qu'auparavant. Mais quand quand tu as commencé à découvrir tout ça, je suppose que ça l'a quand même soit ébranlé ou ça tu t'es questionné par rapport à ton identité. Oui, complètement. En fait, même, c'est vrai, je repense à un truc très bizarre qui s'était passé avant même d'y aller pour la première fois. Puis là, je pense que ça m'avait semé l'envie et d'apprendre l'espagnol et de... m'intéresser un peu plus au Guatemala. Oui, parce que tu parlais pas espagnol avant, c'est ça? Non, c'est ça. J'ai appris aussi à l'université à peu près il y a 8 ans, à peu près maintenant 7-8 ans. J'avais écouté un documentaire sur le site web de l'ONF par rapport à 2 femmes acadiennes qui cherchaient leur frère qui avait disparu au Guatemala. Puis je me souviens, alors j'habitais dans le salon d'une famille d'origine iranienne et québécoise. Puis là, j'écoutais le documentaire, puis à un moment, les 2 femmes qui sont au Guatemala parlent comme de la disparition, comme des gens, des trucs comme ça. Puis il y a juste un moment, j'ai juste commencé à pleurer. Hein. Mm-hmm. Puis j'ai vraiment, ça coulait là, comme facilement, alors que je comprenais pas pourquoi ça sortait à ce moment-là. Ouais, c'est comme ressorti. Ouais, c'est comme de refouler, qui peut-être était lié à mon père ou à des choses qui sont dans mes gènes ou dans mes ancêtres, je sais pas. Mais il y a eu cette espèce d'appel-là qui m'a fait comprendre qu'il y avait comme quelque chose, puis quelque chose que j'avais tellement refoulé,
Parce que moi aussi, j'avais essayé de jouer le bon élève, que je m'étais dit québécois parce que j'étais né ici, mais les gens pointaient constamment et pointent encore aussi ma différence parce que je ne vous apprends rien, je ne suis pas exactement blanc. Donc, c'est sûr que là-dedans, j'avais tellement refoulé pour essayer de jouer le bon élève. Puis moi aussi, de mon vue littéraire, j'avais beaucoup lu des Européens et Européennes, mais surtout des Européens. J'avais essayé comme d'apprendre et de respecter la grande littérature, puis essayer comme de penser l'identité comme quelque chose d'universel, pas vraiment lié au corps. Mais peu à peu, justement, plus je me suis rapproché du Guatemala et plus ça s'est quand même aussi effrité également. Ouais, j'ai l'impression aussi que quand soit il y a des moments difficiles qu'on refoule, ben, tôt ou tard, ça ressort. Ouais, ça ressort. Un thème que je voulais aborder avec vous, c'est aussi la construction de l'identité, mais surtout, c'est quoi être une personne soit latino-américaine ou d'origine latino-américaine ici au Québec? Comment vous vous sentez actuellement? En constant tiraillement, je dirais, parce que surtout quand tu renoues avec certains aspects de ta latinité liés au pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, quand tu as cette chance, cette immense chance de retourner, soit... moi, dans mon cas, je ne suis pas retournée en Uruguay depuis 2016, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas revu les personnes de ma famille, ni visité mon pays d'origine. Mais j'ai eu la chance d'aller ailleurs, puis il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre énergie vitale, je sens, vraiment, là, qui vibre autrement. Puis ce n'est pas pour aller dans des clichés, là, c'est juste que vraiment, on se sent... Dans mon cas, je me sens plus vivante, vraiment beaucoup plus vivante, avec la vie et la mort qui se côtoient constamment. Mais je sais que je suis à ma place, peu importe où je suis en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Tandis qu'ici, je me sens parfois en pause ou dans une sorte d'entre-deux, où je ne peux pas être complètement moi-même. Jamais, où je suis toujours en ajustement. Je ne suis pas aussi drôle, par exemple. Je ne ressens pas la joie de la même façon. Je me sens à l'écart. Même si on ne me les fait pas sentir, c'est moi-même. Je ne trouve pas les mêmes vibrations ici. Les mêmes rapports à la culture que je trouve ailleurs. Donc ça, c'est complexe. Mais en même temps, je trouve les calmes ici. Les calmes, les silences, l'ouverture, malgré tout. Donc, je sais que je peux m'exprimer dans toute ma complexité ici, que je peux prendre le temps de réfléchir à des aspects qui se manifestent quand je suis en Uruguay, par exemple. En Uruguay, j'appartiens à une classe sociale spécifique. Je suis issue d'un milieu spécifique, donc on me cadre aussi. J'imagine que ça arrive à tout le monde quand on retourne soit dans nos pays d'origine ou quand on essaie de renouer avec nos cultures d'origine. On essaie de nous façonner, de nous nommer, de dire « Ah, OK, mais t'es né dans tel quartier » ou il y a ça, c'est des phénomènes sociaux normaux, j'imagine. C'est sociologique, en fait, d'essayer de nommer l'autre. Ici aussi, ça m'arrive, mais on dirait que puisque j'ai grandi dans cette réalité, j'y suis plus habituée. Puis ici, j'ai un rôle social, entre guillemets, qui est celui de l'écriture, là, en tant qu'écrivaine. Donc, ça me convient quand même. Mais c'est ça, c'est comme s'il y avait deux mondes, comme si on vivait entre deux mondes. Oui, complètement. Moi aussi, ma réponse va aller à peu près dans la même direction. Que je me sens souvent... Quand c'est heureux, je me sens, disons, dans l'entre-deux. Je me dis, wow, quelle chance de pouvoir comme, me connecter à la fois dans un espace qui est celui de Montréal, Jojake, et en même temps pouvoir chercher à me connecter comme au Guatemala graduellement, y allant à mon rythme aussi, puis en trouvant comme un genre de combo gagnant entre les deux. Mais ensuite, quand des fois je suis un peu plus déprimé ou plus impatient par rapport à ce retour vers l'origine, et que je pense aussi au racisme au Québec, puis aux choses qui me lassent d'une certaine idée de l'identité québécoise, ben là, je me sens beaucoup plus paranoïaque aussi dans mon identité ou dans ma peau aussi, parce que je me dis, je veux toujours être identifié comme un étranger, peu importe où je suis, parce qu'au Guatemala, mais même si je parle espagnol un peu, enfin quand même décemment, j'ai pas un accent chapin, j'ai pas un accent guatémaltèque, mes traits qui me permettent d'être identifié comme une personne racisée au Québec font en sorte que j'ai juste l'air d'être un mestizo au Guatemala, donc je suis pas vraiment, j'occupe pas du tout la même position, puis évidemment j'ai une position privilégiée aussi en étant là-bas. Donc quand je me sens un peu plus, des fois comme parano, tiraillé, ça dépend vraiment comme je pense des saisons, ou des moments aussi, parce que il y a quelque chose de très très lent
j'ai compris comme pour retrouver ses origines, alors que plus jeune, je voulais juste comme y aller, puis un peu me faire déchiqueter par ça aussi. Puis l'histoire du Guatemala, comme l'histoire de beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est une histoire extrêmement violente. Puis j'allais dans des musées qui relatent aussi l'histoire comme des personnes qui ont disparu, qui essayent de faire honneur et justice à celles qui ont disparu de façon complètement injuste et violente. Puis je m'imbibais beaucoup de ces récits-là aussi. Il y avait comme quelque chose dans ce rapport à la disparition qui comme m'a beaucoup travaillé et qui me travaille encore, qui fait en sorte que ça, c'est aussi quelque chose que je sens un peu plus avec des personnes, soit d'Amérique latine ou soit même issues aussi d'autres diasporas, mais c'est aussi un rapport à la mémoire aussi, où est-ce que comme parler de la mort, la violence, mais sans entrer comme forcément dans le mélodrame. Il y a une sensibilité que je sens aussi des fois avec des gens spécifiques qui sont en lien avec l'Amérique latine ou qui sont carrément là-bas aussi. Et que ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien parce que c'est comme une genre de profondeur historique, une profondeur comme dans le corps aussi qui est tolérée aussi, qui est admise. Ouais. Là, tu as mentionné quand même quelque chose de très intéressant, c'est ce côté positif quand même. C'est juste par le fait de soit parler une autre langue ou apprendre une autre langue, on a déjà accès à la découverte d'une autre culture, d'une autre littérature, de d'autres artistes, ce qui nous permet de voir qu'il y a d'autres façons de voir le monde. Ouais. Mais un autre élément que tu as mentionné, c'est quand tu vas là-bas, au Guatemala, si je ne me trompe pas, on te dit « tu viens d'où », c'est ça? Ça peut... Soit ça arrive comme ça, ou soit c'est à un moment... oui, ça peut arriver, on demande « tu viens d'où » aussi. Ou à un moment, moi je veux dire « mais j'ai des origines... j'ai des origines guatémaltèques. » Puis, dans certains cas, la personne va me regarder, puis va dire « ah oui, là, je peux voir le guatémaltèque en toi. » Comme va l'identifier. Puis, sinon, si les gens essaient de m'identifier un pays, ils vont des fois m'identifier comme, je sais pas, l'Allemagne, des pays comme d'Europe avec lesquels j'ai pas vraiment de lien spécifique. Respect à ces pays, mais j'ai pas de lien génétique avec eux. Puis, c'est dans cette espèce d'identification-là qui, des fois, me fait rire, mais qui, des fois aussi, me fait vraiment sentir comme un peu parano parce que je repense à la question inverse au Québec aussi, où est-ce que, même si je parle français avec un accent radio-canadien, québécois, comme ça, les gens vont quand même dire « oui, mais tu viens d'où? Comme tes traits, c'est quoi? » Et là-bas, à l'inverse, c'est comme mes traits aussi sont identifiés pour dire que je viens pas du Guatemala aussi, puis là, il faut que je rappelle comme « ah ben, tiens, en fait, mon père vient de tel coin. » Puis là, ça me rappelle le fait que, voilà, c'est comme que j'ai été déconnecté aussi, déraciné, sans le vouloir, de toute cette histoire-là aussi. C'est comme si tu devais t'expliquer un peu. Oui, c'est un peu ça. Puis après, au moins, une chose quand même qui m'a vraiment fait du bien les premières fois où j'y suis allé, puis qui me fait encore du bien, c'est qu'au moins, la plupart des gens que je rencontre là-bas, une fois que je dis « ah ben, en fait, j'ai un lien avec le Guatemala », c'est comme « sois le bienvenu. » Comme c'est ta maison, c'est cool que tu sois là, comme j'espère que tu passes un bon moment, puis me donnes des conseils, ou des trucs comme ça. Il n'y a pas ensuite comme... disons qu'il n'y a pas ce genre de... Ouais, ce genre de choses que finalement assez peu de Québécois m'ont dit. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Ouais. C'est que même quand finalement je dis que je suis né ici, finalement, et comme toujours, j'ai souvent l'impression quand même que comme quelque chose de suspect ou comme quelque chose qui manque quand même. Puis c'est pour ça que quand je parle aussi comme d'un sentiment de paranoïa, c'est quand des fois je me sens vraiment vulnérable, je me dis, tiens, je suis juste un genre de bâtard, je suis juste un mélange. Je suis comme je flotte un peu dans ces univers-là, mais comme, est-ce que je leur appartiens vraiment? Et je pense que oui, je leur appartiens. Mais des fois, quand je me sens beaucoup plus vulnérable, c'est comme... Ouais, je me sens comme plus étouffé, je me sens juste comme très, très seul dans cette espèce de chemin-là aussi. C'est comme si ce rapport à l'identité revient souvent. Ouais. Je sais pas, Lola, si comme... Moi, j'ai eu une révélation assez récente par rapport à cette variabilité identitaire. Variabilité, oh wow, j'aime ça. Ou multiplicité identitaire. Premièrement, je l'ai vécu en accompagnant des personnes qui étaient en processus d'apprentissage du français. C'était des adultes. Parce que tu enseignais le français, non? J'étais technicienne en travaux pratiques. Donc, mon rôle était vraiment de pratiquer la conversation. On ne développait pas l'aspect écriture de la langue française, mais vraiment la pratique orale. Puis... ça m'a fait comprendre que c'était nécessaire de renforcer, en fait, tout ce qui constituait la personne au moment où la personne
arrivée au Québec. Chose que je n'avais pas moi-même intégrée au moment où j'ai appris le français en classe d'accueil. Parce qu'en classe d'accueil, oui, on nous demandait nos origines, mais ça s'arrêtait là, à la présentation formelle de « Je m'appelle Lula Carvalho, je viens de l'Uruguay et j'ai 14 ans » à l'époque. Donc, quand j'ai accompagné des adultes qui me disaient « J'ai été médecin », ça m'a vraiment choquée que ces gens-là décident involontairement, la plupart du temps, d'effacer leur profession, leur parcours académique. Et ça m'a fait dire, non, mais vous serez toujours médecin. Peut-être que cette société, bon, je ne dis pas de même, mais on sait qu'on est peut-être dans un contexte où la personne ne pourra pas exercer sa profession immédiatement ou peut-être jamais, malheureusement, mais personne ne pourra lui enlever le fait que cette personne a vraiment obtenu un diplôme en médecine. Donc, pour moi, ça a été une grande révélation, le fait de dire, à partir d'aujourd'hui, on est en train d'accumuler des connaissances. Vous êtes forcé d'apprendre une nouvelle langue pour pouvoir évoluer dans cette société, mais personne ne vous enlèvera jamais toutes les autres langues que vous parlez, tous les parcours que vous avez déjà franchis. Oui, parce que les personnes qui viennent ici, ils ont toute une vie derrière, ils ont vécu tout un parcours migratoire, justement. Absolument, mais la plupart du temps, dans ces parcours d'adaptation qui est assez complexe, on leur demande pas d'emblée d'oublier tout ce qui les constitue, mais parfois, involontairement, ils doivent le faire. Donc, ça a été une première révélation en 2020 et pendant 2-3 ans. L'effet d'accompagner ces adultes qui devaient apprendre la langue en 1 an parce qu'ils faisaient partie d'un programme professionnel qui les rémunérait pour pouvoir intégrer le marché du travail au Québec. Donc, c'était très condensé, très... C'était un parcours... c'est intense, non? Apprendre très intense, accéléré, 8 heures par jour, avec 2 heures de pratique, des conversations. Donc, voilà. Pour moi, ça a été révélateur et assez extraordinaire parce que j'ai aussi travaillé pendant 8 ans à la Commission d'immigration et du statut des réfugiés dans un rôle qui me semble encore aujourd'hui très précieux, mais pour lequel je n'avais aucun... pouvoir, en fait, décisionnel, parce que j'entendais les pires atrocités par rapport au vécu des personnes qui tentaient d'obtenir l'asile au Québec, mais la plupart du temps, je n'entendais pas les réponses que ces personnes recevaient par rapport à leur demande de statut. Et c'est assez complexe. Là, j'ai même appris qu'il y a un phénomène qui s'appelle le stress post-traumatique par l'effet de côtoyer trop des traumas racontés par d'autres personnes. Ça arrive aux personnes, aux ambulancières, pompiers, pompières. Oui, parce que si je ne me trompe pas, ces personnes, quand ils demandent l'asile, ils doivent répéter à plusieurs reprises leur histoire et les raisons pourquoi ils ont quitté. Oui. Alors que c'est très traumatisant. C'est très révictimisant pour les personnes qui traversent les processus. Et la seule personne qui ne connaît pas l'histoire au préalable est l'interprète. Puis on nous empêche même de saluer les demandeurs, demanderesses d'asile dans les couloirs avant d'entrer dans la salle d'audience. Donc c'est très hostile pour tout le monde. Et pour les interprètes, c'est très stressant parce que, bien sûr, ce sont toujours des sujets qui peuvent déclencher des émotions extrêmement fortes, autant pour la personne, bien sûr, qui est en train de témoigner, que pour la personne qui doit traduire exactement les témoignages sans le connaître au préalable. Oui, parce qu'il y a comme un rapport impersonnel, alors. Si tu peux même pas saluer la personne ou lui dire quoi que ce soit auparavant. Et tu peux pas la consoler. Si la personne s'effondre, tu peux pas la regarder. Il faut regarder vers l'avant, il faut regarder vers les comptoirs derrière lesquels la personne qui prendra la décision se trouve. Donc, c'est très, très, très déshumanisant comme processus. Et pour les interprètes, c'est souvent un choc parce que tu te mets beaucoup de pression. Tu te dis, il faut que je sois capable de traduire exactement tout ce que cette personne est en train de dire, de la façon dont la personne est en train de le dire. Bref, tout ça pour dire que l'expérience auprès d'adultes en processus de francisation a été beaucoup plus léger malgré l'intensité de leur processus d'apprentissage de la langue et que ça m'a permis justement de comprendre que c'est très bénéfique de ne pas s'oublier qui on est dans toute notre complexité et dans notre pluralité.
Et pour finir ces longs préambules par rapport à mon expérience personnelle, c'est l'effet d'avoir côtoyé beaucoup une troisième culture dans ma vie, qui est la culture mexicaine. J'ai commencé à aller au Mexique en 2021 et je me souviens parfaitement là, d'un déclenchement qui s'est produit à l'intérieur de moi quand j'ai compris que c'était la première fois que j'ai passé autant de temps dans un troisième pays. C'était la première fois, en fait, que j'ai passé plus de temps à l'extérieur du Québec sans être dans mon pays d'origine. Ça faisait juste un mois et demi, c'était pas prévu, c'est un voyage qui s'est prolongé malgré moi. Mais avant ça, tu n'avais pas visité un autre pays? Pas pendant plus longtemps que 2 semaines, jamais. Jamais. Même l'Uruguay, j'étais pas retournée plus que 2 semaines depuis mon arrivée au Québec en 2002. Et sans savoir que j'allais retourner au Mexique beaucoup plus souvent à partir de l'année dernière, j'ai compris que quelque chose s'était déplacé en moi, que je n'étais plus scindée en deux ou dans cette ambivalence de est-ce que je suis québécoise, est-ce que je suis uruguayenne. Moi, j'ai toujours considéré que je resterais uruguayenne et que j'habite au Québec, mais bon, ça fait quand même 23 ans que je suis ici. Donc, il y a beaucoup de cette culture-là qui me constitue. Mais quand je suis arrivée au Mexique, il y a eu beaucoup plus de couches de complexité qui se sont ajoutées, beaucoup plus de joie aussi, beaucoup plus de dynamisme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, par rapport justement à tout ce que les autres pointent. Et récemment, je suis revenue il y a moins d'1 semaine du Mexique et c'était extrêmement drôle de comprendre que même à l'interne, il y a des dynamiques tellement peaufinées par rapport à de quel endroit on vient. On était sur le point de visiter une île et j'avais été outillée, entre guillemets, pour dire d'où je viens. Parce que on m'a dit, c'est bon, on est dans telle région, tu ne dis pas que tu viens d'un autre pays. Ils vont quand même vouloir savoir d'où tu viens, donc dis que tu viens de telle ville. Mais une fois sur place, il ne fallait pas dire que je venais de la ville principale, de la région dans laquelle j'étais. Il fallait pas non plus qu'on dise que je venais du village dans lequel j'habitais à ce moment-là. Il fallait que je donne un autre village encore plus proche du village où on s'est trouvé. Et ça m'a fait vraiment rire parce que je me suis dit, ben, ici aussi, à l'interne, il y a des dynamiques très complexes par rapport à d'où on vient. Ouais, vraiment. Et bien sûr, c'est sans exclure toute la complexité de cette culture que genre, je pourrais pas prétendre comprendre parce qu'elle est vraiment... foisonnante et complexe et aussi très chargée là, par justement parler des disparitions, puis d'enjeux politiques très graves et tout. Mais cet aspect-là était quand même intéressant par rapport à d'où on vient. Ouais, et ça me fait rappeler aussi quand j'ai commencé à visiter des pays latino-américains, où, je vais prendre juste l'exemple du Pérou, qui est le premier pays latino-américain que j'ai visité, où je constatais que le Pérou, c'est pas un bloc monolithique ou quoi que ce soit. Non, il y a vraiment des différences culturelles, dépendamment des régions, des accents différents, des mots différents. Et là, quand tu visites d'autres pays, tu constates que c'est la même chose. Comme c'est très, très diversifié. C'est pas si simple que ça. Et c'est vraiment intéressant d'en parler, justement, parce que peut-être qu'on le vit moins ici. Ici, on le vit un peu moins. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti de « Ah oui, mais tu parles avec tel accent, c'est sûr que tu es né dans tel quartier ou que tu habites dans tel quartier. » Oui, c'est vrai. C'est moins là. Je pense que peut-être à une certaine époque à Montréal ou même au Québec, comme les accents, comme il y avait quelque chose d'un peu plus affirmé, sans vouloir cracher sur les gens qui tiennent leur accent dans la région du Québec. Mais c'est vrai que je pense que comme au Guatemala aussi, comme il y a entre la capitale, les villages et différents départements du pays, avec les communautés autochtones aussi respectives qui occupent ces territoires-là, il peut aussi y avoir beaucoup comme de diversité et d'enjeux d'accent. Puis ce que tu as évoqué tout à l'heure avec devoir comme se situer un peu d'une autre façon par rapport à un village, une ville, plus un village, puis un non-village finalement, ça m'a rappelé dans un petit village au Guatemala où j'étais pour aller voir un phénomène culturel assez... hybride, assez étonnant. Puis, je parlais avec un vieil homme, Tsuturil, donc Tsuturil, c'est le nom d'une communauté autochtone au Guatemala. Puis, je disais, moi, je suis canadien et guatémaltèque, et j'ai comme 2 origines.
j'avais dit ça à ce monsieur, puis il m'a dit « Ouais, moi aussi, en fait, j'ai 2 origines. Je viens de ce village-ci, du village de l'autre côté de la montagne. » Puis je trouvais ça un peu... Il se moquait un peu de moi, mais en même temps, c'était aussi... Il était très honnête pour dire que pour lui, juste là-dedans, en ces 2 espaces-là, il y avait aussi comme... Déjà aussi beaucoup une de diversité, différences. c'est ça. Oui, c'est ça. Puis que ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est vrai qu'on pense à l'hybridité, on dirait que c'est comme ça devient 2 gros blocs, mettons, Québec, Guatemala, puis que les 2 vont peut-être comme ça dévorer, mais à l'intérieur même du Guatemala et du Québec d'une autre manière aussi. Sinon, il y a plein comme de strates, de différences aussi, puis je pense que c'est ça qui fait du bien aussi quand on voyage et qu'on en parle aussi, c'est de réaliser justement toute la diversité qu'il y a aussi là-dedans. Comme moi, ce qui m'avait vraiment impressionné aussi la première fois que j'avais été au Guatemala, c'est que les gens parlaient de la capitale comme d'une ville multiculturelle. Puis pour moi, le modèle comme de la ville multiculturelle, c'était quelque chose comme Montréal, donc des gens qui venaient un peu de partout sur la planète. Avec plusieurs langues. Oui, c'est ça, exact. Mais ce qu'ils voulaient dire par multiculturel dans le cas comme de la capitale guatémaltèque, c'était le fait qu'il y avait des communautés autochtones qui venaient. C'était surtout ça, en fait, l'espèce de prolifération culturelle. Puis ça m'a vraiment pris du temps à comprendre que c'est ça qu'ils voulaient dire, qu'au sein même du pays, justement, il y a de la diversité culturelle aussi, et qui a été passablement réprimée aussi dans certaines périodes du pays aussi. Oui, parce que si je me trompe pas, il y a quand même plusieurs langues autochtones au Guatemala. Oui, il y en a plus qu'une vingtaine. Ouais. Ouais, qui s'y parlent encore. Comme celle qui a pu parler et que j'ai commencé à apprendre aussi, le Makiche est parlé par environ 1 million de personnes. Donc, quand même, elle est parlée, elle est entendue. Il y a des coins et des marchés où tu vas juste entendre cette langue. Et si tu te déplaces de peut-être 100 km plus loin, c'est une autre langue alors qui prospère en côtoyant l'espagnol aussi. Là. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'universités comme ça aussi. Ouais, et c'est ça que je trouve beau, disons, que cette langue puisse... OK, on survécu malgré toute l'histoire de la colonisation de l'Amérique latine. Ouais. Donc, tu sais, même chose au Pérou, il y a... Ben, le quechua, c'est la langue autochtone le plus parlée, mais il y a d'autres langues comme Aymara, ou sinon des langues dans l'Amazonie péruvienne. Mais comme quoi, tu sais, malgré toute cette volonté de supprimer ou d'éradiquer ces langues, ils ont quand même survécu. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, elles vivent encore même. Ouais. Il y a une question qui me vient comme en ce moment, puis tu sais, comme on parle d'identité et d'exploration, etc., il y a sûrement eu des moments, comment je pourrais dire, soit des moments difficiles ou joyeux, mais disons, si vous pouvez donner un conseil à une personne qui est en train d'explorer ses identités, qu'est-ce que vous lui diriez? Il y a une première chose, parce que je pense à ma propre petite histoire. Je pense que j'irais un vers qui vient d'une poétesse que j'ai traduit pour une revue. Qui dit « Nochim, baby, nochim », ce qui veut dire « lentement, baby, lentement ». Ce serait un de mes premiers conseils, c'est comme, il faut y aller, mais il faut comprendre que ça prend beaucoup de temps aussi, puis que des fois, quand on réclame comme une origine, surtout quand on n'a pas grandi, comme dans mon cas, quand on n'a pas grandi dans l'autre pays, des fois, on fantasme de quelque chose, on va essentialiser une réalité qui est très, très, très complexe. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'y aller comme avec une genre de lenteur aussi, puis d'accepter aussi tout ce qui est des fois très malaisant quand on découvre des choses justement sur cet autre pays qui est très complexe, dans lequel il y a des tensions aussi identitaires qui sont pas celles qu'on s'imaginait. Donc je pense que ce serait un peu comme le conseil que je donnerais comme ça. De prendre son temps et... Ouais, vraiment. Je pense que c'est comme de comprendre que c'est quelque chose ça prend toute une vie. Et c'est très normal et c'est sain que ça prenne toute une vie aussi. Il ne s'agit pas d'y aller une fois puis de, disons, retrouver sa citoyenneté pour subitement être comme connecté avec ses origines. C'est de parler avec les gens qui sont là-bas, d'entretenir comme une communauté. Ça prend du temps puis c'est normal que ça en prenne. Ouais. Et pour les personnes qui arrivent ici, je leur souhaiterais d'avoir de plus en plus une présence multiple par rapport à tout ce qui les constitue, en fait. De ne pas régner, de ne pas mépriser non plus des aspects de leur culture, des cultures qui les constituent, mais d'en être fiers. Mais ça peut être un petit peu galvaudé ou cliché de dire « sois fier de tes origines », mais juste reste curieux. C'est toujours mieux de
d'intégrer plus d'aspects de ton identité que de vouloir en effacer ou de ne pas en être fier ou de les effacer ou de les nier. Tu n'es pas obligé de correspondre à une façon d'appartenir à ton pays d'origine, par exemple. Tu peux recréer toi-même ton appartenance. Et oui, ça prend beaucoup de temps. Et oui, c'est complexe. Et ça varie. Il y a des choses auxquelles tu ne peux plus appartenir quand tu n'habites plus dans ton pays d'origine. Moi, je pense, on parlait tantôt de la langue, mais l'évolution d'une langue au quotidien est tellement précieuse quand on y prend part et quand on la vit, que c'est sûr que tu vas passer à côté de cet aspect si tu n'es plus. Moi, je pense à l'Uruguay, par exemple, quand j'étais jeune, les jeunes avaient leur propre langage, qui était comme une sorte de code d'appartenance, qui était très dynamique, très évolutif et très ancré dans une époque et dans son temps. Et les mots que j'utilisais quand j'étais adolescente en Uruguay ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Mais moi, ils m'ont permis d'être dans cette dynamique d'appartenance à ma génération, à ma culture. Et c'est extraordinaire tout ça, pouvoir jouer avec la langue, pouvoir appartenir, rester connecté avec tout ça. Donc, ce que je souhaite aux personnes qui viennent d'arriver ou qui sont ici depuis moins de temps que moi, c'est de pouvoir partager tout ça au quotidien aussi ici, soit avec leur propre communauté ou avec d'autres. Parfois, j'ai été capable de partager beaucoup plus ma culture d'origine avec d'autres communautés qui étaient beaucoup plus ouverte à partager la leur aussi. Donc, je n'étais plus dans une dynamique de « je dois m'adapter » ou « je dois comprendre une société parce que je vais habiter ici peut-être pour toujours ». J'étais plus dans le partage dynamique et c'est génial. Et c'est là où je voulais rebondir sur ce que vous mentionnez, c'est de voir ce côté positif. On en a mentionné un peu tout à l'heure, mais c'est le Québec. Je crois que la richesse du Québec, c'est aussi ce côté multiculturel. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, ça me réjouit quand même qu'on ne soit plus l'exception. Et je sens que d'ici 10 ans, on ne pourra plus faire fi du fait que notre présence est totale et partout. Avant, on avait une ou un écrivain par génération qui appartenait à d'autres cultures là, ou qui étaient plus multiculturels, justement au niveau de son identité, et qui s'est démarqué. Mais maintenant, on le voit, parfois, c'est beaucoup plus flagrant avec les prix littéraires. Cette semaine, les prix du gouverneur général ont été annoncés et dans chaque catégorie, il y a une présence multiculturelle constante. Ouais. Et ça me réjouit profondément parce que je me dis, on est là et ça paraît et ça va toujours paraître et on ne pourra plus parler des les uns et les autres. La culture est en train de montrer toute sa pluralité depuis quelques années. Parce que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Là. Ouais. Et je veux rebondir sur ça parce que j'ai lu un article de Karine Rousseau sur ça s'appelle Boom latino-américain, si je ne me trompe pas. Ce qui était intéressant et extraordinaire avec l'article de Karine Rousseau qui est paru dans la revue Liberté, c'est qu'elle retrace l'existence de ces booms latino-américains depuis trois générations au Québec. L'enjeu est qu'avant, la prédominance des voix québécoises des souches, entre immenses guillemets, blanches, était constante. Puis, il n'y avait pas de place constante pour d'autres voix. Ça serait en l'ordre de penser que la diversité est arrivée au Québec depuis 20 ans. C'est une réalité depuis plusieurs décennies, sauf que c'est une société qui a dû aussi affirmer certains aspects de son nationalisme pour pouvoir survivre. Et ça leur appartient. Mais depuis 20 ans, ils comprennent aussi que avec toute cette assimilation là, qu'on a dû subir pour apprendre la langue, appartenir à la société, c'est façonner et convenir à tous les codes d'ici. Mais maintenant, on est en train de dire qui on est puis d'où on vient avec les codes québécois. Donc, bien sûr que la société québécoise est beaucoup plus plurielle au niveau de ce qui se manifeste,
Parce que la place est diversifiée, heureusement, mais on est ici et on va rester et on appartient à la société. Donc, moi, je me réjouis de ça. Et on est en train de parler de littérature, d'écriture, et c'est là où je voudrais parler de votre processus de création littéraire. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ces questions que vous êtes posées par rapport à vos identités ou le fait de vivre entre deux mondes, est-ce que ça l'a influencé votre parcours littéraire? Je dirais que moi, ça commence à le faire depuis un certain temps, puisque, comme j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai comme beaucoup refoulé plus jeune cette appartenance, ce lien-là comme complexe avec le Guatemala et donc l'Amérique latine. Et que même s'il y a quand même certaines influences qui viennent d'Amérique latine qui apparaissent très très clairement dans mon premier roman, disons, je dirais que à ce stade-ci, quand j'ai publié mon premier livre, disons que je commençais à chuchoter un peu comme mes liens avec le Guatemala et le canon latino-américain. Et que graduellement, à force de faire de la traduction, forcément littéraire en lien avec des autoristes autochtones du Guatemala, à force de faire aussi des courts-essais, notamment pour la revue Spirale, qui portent sur les enjeux décoloniaux, où j'essaie d'incorporer des choses que j'ai vues, entendues, lues en provenance du Guatemala et d'ailleurs. Et forcément, en essayant ensuite d'incorporer ces sujets-là aussi dans mon prochain petit livre, qui est pas sur le Guatemala, mais sur le sentiment un peu comme de... Ouais, faut l'appeler comme ça, de bâtardise un peu culturelle. Là, je sens que je m'autorise à me connecter davantage à ce sentiment d'entre-deux parce que auparavant, je pense que j'étais juste pas capable. Je pense que ça m'aurait brisé d'essayer de faire ça parce que je pense que j'avais pas la maturité émotionnelle pour le faire. Puis que je pense que ça supposait aussi que je défasse aussi un peu certains carcans que j'avais assimilés par rapport à mon appartenance au Québec et qu'est-ce que ça signifiait comme appartenir aussi. Où je me disais, bah, peut-être qu'il faut juste que j'appartienne à un endroit parce que sinon je vais me faire comme trahir ou rejeter. Puis finalement, je me faisais quand même rejeter un peu, de sorte que j'ai bien compris qu'on peut appartenir à différents espaces et justement être dans une sorte de, comme tu l'as dit, une multiplicité identitaire aussi. Puis là, je m'autorise de plus en plus à y aller, à ajouter comme des mots, soit en maya quiché, en espagnol dans mes textes. Donc ça commence à se manifester. J'ai espoir qu'avec le prochain petit livre qui sort sous peu, c'est une façon d'annoncer un peu aussi la direction où je veux aller, où est-ce que j'ai envie aussi. Je ne veux pas dire de régler mes comptes avec l'origine parce que ce serait un peu intense à dire. Je pense qu'il suffit d'écrire 2-3 livres pour que ça soit réglé. Mais que je pense que j'ai besoin d'aller explorer ça d'un point de vue comme littéraire aussi. Tant dans l'essai que dans la prose plus romanesque, on va dire. Oui, puis il me semble que ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure de prendre son temps. Oui. Donc là, tu constates une différence entre ton premier roman et le prochain qui va sortir. Oui, le prochain... Oui, c'est sûr, il y a une immense différence déjà aussi que le roman. Ce qui est drôle, c'est que j'avais écrit une grosse partie aussi au Guatemala par ailleurs, proche d'un lac. Le premier roman que tu as publié? Ouais, le gros, pendant un bon 2-3 semaines, j'étais proche d'un lac magique que j'adore, puis j'écrivais tout ce que je pouvais. Puis ensuite, ouais, mon prochain texte, ça porte un peu plus, justement, ça nomme un peu plus, disons, c'était quoi cette tension-là comme identitaire, et qui concerne aussi les figures masculines, paternelles, qui ont représenté aussi pour moi quand j'étais plus jeune, et qui représentent encore un peu aussi l'Amérique latine, aussi. Donc en essayant, disons, de nommer ces blessures-là aussi, je pense que ça me permet aussi de me déplacer ailleurs, puis d'assumer le fait qu'en fait j'ai besoin d'écrire là-dessus. Et paradoxalement, ce besoin-là aussi s'est beaucoup énoncé dans ma thèse qui portait sur l'hybridité en général dans les Amériques en rapport avec la colonisation. Puis bon, je vais pas expliquer c'est quoi une thèse, mais quand même, c'est très, 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 très cérébral et je suis déjà quelqu'un d'un peu cérébral aussi. De sorte que vers la fin de ma thèse, je sentais un besoin dans mon corps aussi, comme de nommer les choses de façon un peu plus directe en rapport avec l'hybridité, moins avec comme des notes de bas de page et des renvois comme universitaires à ces enjeux-là aussi. De sorte que quand j'ai déposé ma thèse, j'ai senti comme quelque chose comme qui se cassait encore à nouveau, puis qui me disait, comme mon corps qui me disait, mais là, t'as besoin d'écrire là-dessus. Là. Ouais, donc c'était comme une première étape. Oui, oui, c'est ça, exact, qui m'a amené vers ce petit texte qui s'en vient, qui est très, très court, et qui, justement, concerne un peu la question de l'origine, puis une peur
je sais pas si c'est une part enfantine, mais pas vraiment très profonde que j'ai en rapport avec l'origine, qu'au-delà de Guatemala, Québec, que l'origine, c'est peut-être juste une affaire c'est très animal, finalement, que c'est juste une affaire de deux personnes qui se rencontrent, qui font quelque chose de bestial ensemble, puis qui créent quelqu'un, et que finalement, l'origine, c'est quelque chose d'aussi plate que ça, que le lieu de l'origine, c'est pas le Guatemala, c'est pas Montréal, c'est peut-être juste un lit où deux personnes se sont rencontrées. Et ce texte-là essaye un peu de nommer les Antilles qui sont liées à cette provenance-là. Mais avec la rédaction de ce texte, ça te permet d'approfondir les questions que tu avais. Oui, complètement, oui, vraiment. Puis, il y a un petit passage dans ce texte-là où il est un peu question d'hybridité. Je pense que c'est peut-être 3-4 paragraphes. Je pourrais pas compter, me souvenir par cœur comme ça. Puis je sais très bien que c'est pas... Je règle pas du tout mes comptes là-dedans. J'aurais pu en parler beaucoup plus longuement, mais c'est juste une genre de traversée pour nommer comme certains enjeux que je veux travailler ensuite en littérature et d'autres manières aussi. Donc, vraiment, en ce moment, je pense que dans le littéraire, je me campe un peu plus dans cette position de l'entre-deux dont on parlait auparavant. Ouais, donc encore une fois, en mode exploratoire. Oui, et vraiment. C'est toujours pas fini. Oui, exactement, exactement, que ça va continuer, qu'il y a d'autres textes ensuite qui s'en viennent qui sont aussi avec un autre type de ton, parce que ce qui s'en vient, c'est quand même un peu plus... c'est un peu plus cru quand même. Là. Pour, en tout cas, mon genre à moi, c'est quand même un peu plus cru. Ça nomme vraiment des choses quand même violentes aussi qui sont arrivées en rapport avec des figures paternelles, la hantise, la répétition, ces genres de choses-là, puis... Voilà, ça va un peu là-dedans. Ouais, mais là, t'as piqué ma curiosité. J'ai envie de le lire. Bon, tu pourras. Je t'enverrai un service de presse. Ah, yes. On pourrait parler d'un livre condensé plutôt que d'un petit livre, sans doute, parce qu'avec tout ce que tu viens de nous partager, ça ressemble pas à un petit livre. Non, c'est sûr. C'est juste le format est modeste en soi, comme c'est peut-être un 5000, 6000 mots, mais ça nomme des choses très... importantes pour moi. Ouais, tu rends ton... Comment je pourrais dire? Tu nommes des thèmes auxquels tu pourrais aller en profondeur. Oui, c'est ça, exactement. Mais pour parler de la forme, je ne sais pas quel est ton rapport à la forme brève, mais en Amérique latine, ça a été extrêmement exploré. Puis les fragments et la forme, l'une des formes les plus privilégiées par des écrivains qui ont marqué l'histoire de la littérature. Donc, on ne dirait jamais... que des livres de Galeano, par exemple, ce sont des petits livres parce qu'ils sont écrits en fragments ou parce qu'ils sont courts. Puis, on ne le dit pas non plus d'écrivains comme Édouard Louis qui, avec un livre de 88 pages, qui a tué mon père, a quand même eu une fulgurance réelle dans sa démarche. Donc, ça aussi, tu sais, c'est comme une réflexion qu'on pourrait mener par rapport à la longueur d'un texte, sa densité, comment on peut condenser une pensée. Et pour moi, ça a toujours été fascinant et extraordinaire d'être capable de tout nommer en très peu de mots. Oui, c'est vrai. C'est une force. Non, c'est très vrai. Je pense que ce qui se manifestait un peu dans ma façon de dire que c'est un court texte... T'as dit un petit livre à plusieurs reprises. C'est pour ça, pardon, ça m'a marqué. Oui, c'est vrai, Parce que t'entendant parler de ton livre, il n'avait pas l'air d'être un petit livre. Non, c'est vrai. Je pense qu'au-delà de mon humilité, je pense que c'est aussi... c'est peut-être des choses dont on pourra parler... En thérapie, non, en thérapie aussi, mais c'est vrai aussi. Soyons fiers. Exactement. C'est aussi, je pense, dans le marché littéraire aussi, dans ces espèces de barèmes, des fois que j'essaye de pas assimiler, bien sûr, mais qui, des fois, quand même, rôdent un peu dans la façon de parler d'un projet, parce que... Oui, voilà, c'est des barèmes, des fois, qui me Moi, je trouve que les gros livres, pour parler en termes... des petits livres ou gros livres est aussi une marque des privilèges au niveau du temps qu'on peut consacrer à l'écriture d'un roman. Donc, d'être capable de dire des choses aussi essentielles et profondes, un peu de mots et sans doute un peu de temps pour toi, c'est tout en ton honneur. Merci. Merci vraiment. Merci à toi. Mais Lola, justement, toi, par rapport à la création littéraire... Je sens que plus je me décentralise de moi-même, plus je m'affranchis. Puis les mots
affranchir, c'est quand même intéressant parce que c'est une façon de s'ancrer et aussi de se défaire de ce qu'on veut de nous-mêmes. Et c'est sans doute en publiant du côté jeunesse que je me suis les plus affranchie par rapport à ma démarche d'écriture. Parce que j'étais traversée par beaucoup de contraintes, des volontés, de convenir à des standards et tout avec... mon premier livre, qui est un récit écrit en fragments et qui parlait de mon enfance en Uruguay, qui parle en fait de mon enfance en Uruguay. Un deuxième roman dans une maison très établie au Québec, chez les Méac, avec un éditeur qui accompagne quand même des voix comme celle de Michel Tremblay, Nancy Houston, des figures de la littérature d'ici. Donc voilà, j'avais beaucoup de contraintes, beaucoup de poids. Et au moment où j'ai commencé à écrire pour et avec les enfants, je me suis vraiment décomplexée. C'est comme une liberté. Totalement, c'est une liberté totale, mais aussi une façon de me regarder moi-même et d'essayer d'être le plus précise possible, parce que quand tu côtoies les enfants et les jeunes, il n'y a pas d'alternative par rapport à ce que tu veux dire. Un jeune, tu vas rentrer dans son atelier, puis il va te poser des questions très directes, il va réagir de manière très fulgurante aussi au texte que tu lui proposes. Puis parfois même les adultes ne sont pas prêts à ça. Moi, dans mon cas, du côté jeunesse, j'ai coécrit un livre qui s'appelle « Ensemble, nous voyageons », qui a été brodé, parce que ce ne sont pas des illustrations, ce sont des broderies faites par une artiste qui s'appelle Kesso. Livre coécrit avec Catherine Anne Larangeau, qui aborde un sujet très complexe, qui est celui de la maladie d'une maman et de son lien avec son enfant. Et je me souviens que les premiers ateliers que j'ai donnés dans des classes, dans une école primaire, ont fait en sorte que les jeunes avouent des réalités qu'ils étaient en train de vivre, que personne à l'école n'était au courant, dont personne n'était au courant. Puis il y a eu des effondrements et ça m'a fait comprendre qu'à chaque fois, j'allais avoir besoin d'une équipe d'intervention potentielle parce que parler de poésie puis aborder certains enjeux peut vraiment faire en sorte que des enfants parlent pour la première fois des réalités où elles traversent. Comme un vecteur pour s'exprimer. Totalement. Et moi, ça ne me fait pas peur parce que je crois que la poésie devrait toujours pouvoir déclencher ça. Et même les équipes dans les écoles étaient très reconnaissantes. Puis elles disaient, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec telle ou telle personne. On essayait de comprendre quels étaient les enjeux auxquels cette personne faisait face. Et c'est en écrivant un poème que la personne a été capable de nommer sa réalité. Wow. Donc, je crois en ces pouvoirs concrets et réels après avoir survécu aux institutions académiques, par exemple, ou à tous les aspects complexes du milieu littéraire qui, parfois, nous font en sorte qu'on hésite ou qu'on devient anxieux dans certains contextes. Et moi, depuis les vagues de dénonciations par rapport aux violences sexuelles, depuis la pandémie, depuis ma réappropriation de ma multiplicité identitaire, je ne demande plus pardon, en fait, je n'ai pas demandé pardon. Je ne demande plus la permission à personne. D'être toi-même, là, voilà. c'est ça. Je me suis vraiment affranchie. Et ça, c'est grâce à la littérature jeunesse, c'est ça que tu le mentionnes? Oui. La littérature jeunesse m'a vraiment allégée, m'a fait reconnecter avec des aspects essentiels de ma pratique, des aspects très vivants, plus joyeux aussi la plupart du temps, mais plus réels, plus... Oui, sans façonnage. Oui. Oui. Wow. M'habiller en couleur, mettre de la musique, écrire des poèmes avec les jeunes, répondre à leurs questions très directes et franches, essayer de connecter aussi avec les jeunes sans être populaire, sans être infantilisante. J'ai beaucoup plus rencontré l'humain en travaillant dans des contextes avec des jeunes qu'avec des adultes. C'est plus difficile. Mais c'est ça que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est... le pouvoir de la poésie, c'est ça que tu avais mentionné? Oui. Que les personnes, là, dans ton cas, c'est des enfants, si je ne me trompe pas. Des enfants, des ados aussi, des adolescents. Qui s'expriment grâce à l'écriture. Écoutez, j'ai travaillé avec les musées Pointe-à-Calière pendant 3 ans.
Les concepts étaient celui d'accompagner 150 jeunes des 3 écoles secondaires différentes. Puis à chaque année, on avait une thématique à aborder. La moitié des jeunes étaient francophones et l'autre moitié était en cours des processus d'apprentissage du français. Chaque année, les défis étaient très différents par rapport aux thématiques qu'on abordait avec les jeunes. Mais la dernière année où on devait parler des 75 femmes qui ont marqué l'histoire de Montréal spécifiquement, la contrainte que je me suis donnée était celle d'intéresser spécifiquement chaque jeune à une seule femme qui a marqué l'histoire, parce que chaque jeune devait adresser un poème à une femme qui a marqué l'histoire. Et je me suis dit, comment faire avec la moitié des jeunes qui étaient en train d'apprendre le français. Donc, on s'est basé sur des femmes qui ont été importantes dans leur vie pour ensuite transformer la base du poème qui s'est basé sur quelqu'un qui était important pour eux spécifiquement, en adaptant leur poème à une femme qui a marqué l'histoire de Montréal. Ouais, c'est fou parce que ça permet aussi d'apprendre sur des figures marquantes ici au Québec. Tout en apprenant le français, c'est ça? Et moi aussi, j'en ai appris parce que, bon, c'est pas une nouvelle pour personne que les femmes ne sont jamais étudiées autant que les hommes qui ont marqué l'histoire. Donc, j'ai appris et les jeunes ont appris, j'espère. Puis, ils ont tous écrit des poèmes. Oui, non, c'est incroyable. Pour moi, la poésie est une révolution. Oui, tout à fait. Il faudrait tous écrire des poèmes, je trouve. Ça. Ah, j'y crois. Oui, moins de courriels, plus de poèmes. Oui. Ouais, ça, c'est tellement vrai. Surtout avec le nombre de courriels qu'on doit envoyer quand on travaille. Oh non, pitié. Là. Ou rajouter toujours des poèmes quand on envoie des courriers. Oui, c'est vrai, acheter des vers, ce serait bien. Ça, ah oui. Ce serait bon, ça. Ah, ça pourrait être tellement le fun. On le fait. Oui, je commence à le faire. Oui, je commence à le faire, c'est sûr. Mais ça me motive à aller lire des poèmes, justement, pour aller prendre des citations. Oui, oui tout à fait. Et disons aussi, j'envoie un courriel joyeux, des vers. Tu rajoutes une citation joyeuse qui fait écho. Oui, complètement. Oui. Ouais. OK, on commence. Non, c'est bon. Parfait. Moins de courriels, plus de poèmes. Oui. Puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, essayez, puis dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Oui, partagez-nous des citations. Comme ça, on va avoir une banque des citations poétiques à rajouter à nos poèmes, à nos courriels. Oui, exactement. On dit quel beau lapsus. Voilà, enfin. J'ai l'impression qu'on commence un projet à la série. Déjà, c'est parti. Mais on parle de poèmes, mais je suis curieux d'entendre quelles sont, disons, vos influences littéraires. Donc, encore une fois... Renato, si tu devais envoyer un courriel ce soir, quel poète ou quelle citation tu rajouterais? Oh là là, c'est une bonne question. Ouais, je pense que... c'est sûr que la question me tirait parce qu'il y a une partie de moi qui veut respecter comme les lectures faites par mon jeune moi. Comme le jeune moi de 18 ans qui faisait comme beaucoup d'hommes et des trucs qui m'ont marqué, dont j'ai pris des distances et tout. Je pense que j'avoue que je me sens un peu perdu, moi, en ce moment, en termes de savoir c'est quoi mes influences littéraires. Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais tellement obsédé aussi par l'idée de lire comme les grands livres universels. Je me souviens que j'étais tombé sur une liste Wikipédia. Je pense que c'était un truc qui avait été établi par une institution norvégienne pour comme les 100 livres les plus importants de tous les temps. Okay. Les classiques. Ouais, les classiques. Une liste peu modeste. Puis très, très masculine. L'UDM fait ça aussi encore aujourd'hui. Oui. J'ai déjà donné un cours qui t'a inspiré de cette liste-là. Puis, je me souviens que je m'étais fait une mission de lire beaucoup de ces livres-là. Puis il y en a certains qui m'ont vraiment marqué, comme Fernando Pessoa, des trucs comme ça. L'homme sans qualité de Robert Musil. C'est des trucs qui m'avaient beaucoup marqué plus jeune. Mais j'ai pas l'impression qu'en ce moment, c'est des choses qui, comme, vraiment, comme, m'influencent. En ce moment, j'avoue que j'ai plus l'impression que c'est comme un collage très disparate, comme de livres ou de pensées, très différentes, comme en ce moment, je pense encore à Ondinoc, donc Yves Durand et Catherine Jonca, qui ont publié un magnifique livre aux éditions du Passage, qui concerne comme l'origine du projet, leur voyage en Amérique latine, dans les communautés autochtones également du Québec, comme d'ailleurs. Puis ce livre-là, c'était comme un de ces livres qui m'a tellement fait du bien, parce que quand je parlais de Chemin à la lenteur, c'est comme un projet qui s'est étalé quand même sur 40 ans, qui a tellement traversé de phases de doute, qui a traversé aussi du racisme ou autre, que c'est ce genre de livre-là qui en ce moment comme m'influence un peu plus, je pense. Mais je te dis ça, puis je pourrais aussi dire que par exemple Triste Tigre de Nashino aussi, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué récemment en écrivant le petit livre dont je parlais tout à l'heure. Enfin, pas le petit livre, le livre. Voilà, je me reprends. Le livre tout à l'heure, comme je me sens plus... On dirait qu'en ce moment, je cherche même en fait un peu comme
des nouvelles influences d'une certaine manière. J'essaie de me laisser un peu aller dans mes lectures, puis essayer de voir où est-ce que la vie me mène, parce que j'ai tellement été, je pense, dans cette idée justement d'être influencé plus jeune, dans l'idée d'être dans l'émulation d'un certain canon, principalement masculin, même s'il y avait quelques femmes comme Woolf ou autres aussi qui m'avaient beaucoup influencé, qu'on dirait que j'essaie un peu de m'en déprendre, un peu de plus me laisser porter, un peu plus, être moins dans l'influence, mais dans le voyage de la littérature aussi. Parce que je pense que pour moi, c'était comme une idée très anxiogène, comme d'appartenir à comme un genre de canon que j'allais moi ensuite émuler. Puis ça m'a juste... Ouais, j'essaie de... Je pense... Je sais pas si je réponds bien à la question, mais j'essaie en tout cas de... Mais la question, c'était... Ouais. Si tu devais envoyer un courriel... Ah oui, pardon. C'est vrai, Qui tu citerais ce soir? Ah oui, soir? mon Dieu, c'est vrai que je citerais ce soir. T'es pas obligé de connaître par cœur la citation, mais... Non, mais je pense que... Quelle voix t'accompagnerait aujourd'hui dans ta correspondance? Je pense que je citerais, en rapport avec les conversations qu'on a eues, je pense que je citerais une autrice que j'ai évoquée tout à l'heure, Rosa Chavez, dont j'ai terminé une petite traduction pour la revue Estuaire. Je pense que c'est elle que je citerais parce qu'il y a beaucoup de questions dans sa poésie, comme de corps, de réclamer ses ancêtres à travers la danse, la joie, et en même temps d'honorer la vraie mémoire, comme des Amériques aussi. Donc je pense que c'est elle que j'aurais envie de citer si j'envoyais un courriel ce soir. Ouais, un poème ce soir, ouais. Ouais, je pense que ce serait elle. Et toi? Moi, c'est Marie-Célie Agnan. Ah oui. Que je citerais, oui. Marie-Célie, une des plus belles rencontres poétiques, humaines et littéraires que j'ai eues depuis des dernières années, grâce à une autre écrivaine qui me l'a conseillée. Et c'est devenu précieux, je pense, ça aussi, l'effet d'accompagner les écritures des personnes qui nous entourent. Peut-être que ça vous arrive aussi, puisqu'on côtoie d'autres écrivains et écrivaines. Parfois, ils nous confient leurs manuscrits en cours d'écriture et ça fait en sorte qu'on refait des constellations littéraires. Et ça a été le cas de Marie-Célie, qui m'a été recommandée par Chloé Savoie-Bernard au moment où j'ai tenté d'écrire mon recueil de poésie qui s'intitule Post-Espoir. Et la découverte de la poésie spécifiquement de Marie-Célie a été en avant et en après. Et c'est extraordinaire parce que maintenant, 2 de ces recueils seront republiés au Noroît. Ces recueils n'étaient plus disponibles depuis plus de 20 ans au niveau de la distribution dans les librairies. Il fallait passer vraiment par elle pour avoir accès aux exemplaires de certains de ces recueils. Et ça me réjouit de savoir qu'on fera recirculer sa poésie au présent. Et c'est quelqu'un de très profond et de très, très engagé. Tout ce qui arrive dans notre quotidien, ici et ailleurs dans le monde, concerne profondément la voix de Marie-Célie, et Marie-Célie est présente pour les nommer. Et elle est plus âgée que moi, donc de voir que quelqu'un comme ça reste franche, engagée et constante dans sa pratique, c'est la plus grande référence pour moi. Donc ici, je dirais Marie-Célie et Cristina Peri Rossi, écrivaine uruguayenne. C'est une écrivaine qui m'accompagne depuis très, très, très longtemps et qui a toujours quelque chose, qui a déjà écrit par rapport à beaucoup de problématiques ou des thématiques qui nous concernent. Donc, je sais que j'aurai toujours une citation de Peri Rossi ou de Marie-Célie à intégrer dans une conversation contemporaine. C'est tellement intéressant parce que ça va être des lectures que je vais intégrer dans ma liste de 1001 trucs à lire. Il y a un thème que je voulais absolument aborder avec vous et c'est des conseils que vous pouvez donner, disons, aux futurs écrivains des diasporas latino-américaines qui ont envie d'écrire ici au Québec. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de vous, votre parcours, comment ça s'est déroulé? Ouais, ça a été un peu un drôle de
de parcours parce que j'ai déjà côtoyé. Quand j'étais au bac, j'ai fait un bac j'ai commencé en sociologie. C'était pas du tout une bonne idée. Finalement, ça m'a plus déprimé qu'autre chose. Puis finalement, je suis allé en littérature comparée. Puis à l'époque, j'étais aussi impliqué dans un projet qui n'existe plus, ou en tout cas qui n'a plus la même forme qu'auparavant, qui s'appelle la médiathèque littéraire Gaétan d'Hostie. J'étais impliqué dans un drôle de collectif qui s'appelle La Passe. Puis, en faisant notamment du bénévolat, c'est ce qui m'a permis de rencontrer par moments aussi des autoristes, mais aussi d'apprécier quelque chose de gratuit aussi dans la création, dans la vie culturelle, puisque autant il est important, évidemment, de trouver du financement, des choses comme ça. En étant impliqué comme ça m'a vraiment donné un espèce de sens comme de la gratuité aussi, comme du don, d'essayer d'être présente pour les autres aussi, dans la mesure du possible. C'était pas un projet parfait, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, moi, dans mon cheminement littéraire. Puis j'ai commencé tranquillement, moi, à envoyer comme des fois des nouvelles à certaines revues qui existaient dans les universités, des revues gérées par des étudiants et étudiantes. Et tranquillement, pas vite pour parler en bon québécois, j'ai commencé à essayer d'écrire comme un premier projet de roman. Puis je me disais, c'est peut-être un peu loufoque, peut-être que ça n'a pas lieu d'être. Fait que finalement, j'avais rangé ce projet-là. Puis je me dis, non, en fait, si ce projet-là me hante, vaut mieux essayer de le terminer. Et finalement, ce projet-là, c'est devenu mon premier roman aussi. Donc, comme quoi, il faut quand même suivre, je pense, comme les appels, quand même si des fois on se dit, mais c'est peut-être complètement bizarre, peut-être que ça appartient à aucun réseau, que ça renvoie à aucun thème qui peut être mis de l'avant dans les littératures contemporaines ou autres. C'est quelque chose que j'ai essayé de respecter quand même dans mon propre cheminement, c'est de suivre quand même les appels. De suivre cette voie intérieure. Oui, suivre cette voie intérieure, tout en comprenant qu'ensuite, les résonances vont se faire d'elles-mêmes. Là. Mais de suivre quand même cet appel-là, c'est une chose qui a été très, très importante, même des fois quand on en doute, parce que je sais qu'on en doute quand même souvent quand on écrit, parce qu'on est souvent seul avec son texte, on se demande, mais où est-ce que ça s'en va ce projet-là? Est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que des fois les gens vont trouver une continuité entre les choses qu'on fait? Alors que l'important, c'est vraiment de suivre l'appel. Puis, tout ça pour dire qu'ensuite, quand je travaillais sur ce roman-là aussi, j'ai commencé aussi à faire de l'édition à l'université, ce qui m'a permis de faire des entretiens avec des autoristes aussi dans le milieu littéraire. Et c'est ça qui m'a amené ensuite à être invité à collaborer avec la revue Spirale, à prendre part au comité de rédaction. Et maintenant, j'en suis adjoint éditorial aussi. Donc, c'est toujours de faire confiance d'une certaine manière au chemin aussi. Là. De ne pas se juger autant que possible dans sa propre voie, puis se permettre également de faire des erreurs aussi, de ne pas être obsédé par comme la belle phrase, la belle écriture, de juste assumer l'élan d'écriture. Je pense que c'est vraiment la chose que j'essaye le plus possible de faire, même si il m'arrive, et j'imagine que ça t'arrive aussi, comme de douter ou me demander est-ce que je devrais plutôt essayer d'écrire comme ça ou comme ça. Il faut juste respecter sa propre voix. Là. Ouais, de suivre un peu ce que tu ressens. Oui, exactement. Puis, justement, quand j'ai commencé à faire la traduction aussi, je me souviens la première fois, c'était une amie queer d'origine kitschée au Guatemala, Manuel Tsoc, dont j'avais traduit quelques poèmes. Puis, je me souviens que j'étais très, très anxieux parce que je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que le Guatemala, d'un point de vue littéraire, qu'est-ce que les gens au Québec vont en penser et tout et tout? Puis j'ai un peu l'impression de mettre un peu le poids symbolique du Guatemala sur mes modestes épaules. Puis finalement, cette traduction-là, comme elle a été très appréciée par des amis, les gens m'en parlent encore en ce moment. Puis ça fait en sorte que j'ai traduit d'autres poésies, encore en provenance du Guatemala pour la revue Estuaire, aussi pour la revue Tantôt, qui a éventuellement un projet pour la rue d'Orion aussi, et peut-être d'autres aussi, que sais-je. Mais que finalement, cet appel-là, que j'ai eu dans la traduction aussi, ça me nourrit aussi d'une autre manière parce que ça me permet aussi de pas juste être obsédé par mes propres projets aussi. Ça permet de faire coalition avec une autre personne et dans mon cas aussi de me rapprocher aussi de mes origines. Donc, ça on va dire qu'il y a une variété, une variété comme identitaire dont on parlait qu'il faut assumer. Mais la variété identitaire, ça peut aussi venir dans la littérature aussi, dans la variété de tons, la variété de projets aussi. Que l'écriture, on peut la nourrir de différentes manières également. C'est quelque chose que j'essaye d'apprendre aussi au fil du temps, du haut de mes grands 33 ans. J'adhère à tout ce que tu as partagé comme volonté. Et de mon côté, c'est intéressant quand tu as parlé des gratuités. Ça m'interpelle parce que j'ai toujours milité pour la reconnaissance de notre pratique comme étant une pratique professionnelle aussi. Donc, je me méfie parfois des
de la gratuité, mais j'ai l'attends. Et j'ai l'attends dans les bons contextes. Je sens que c'est extrêmement bénéfique, en fait, d'avoir des espaces de partage où l'écriture n'est pas une transaction des services ou n'est pas en lien avec un montant spécifique. Mais s'il fallait que je donne un conseil à quelqu'un qui commence sa pratique d'écriture, on dirait que je me sens vraiment plus âgée que mon âge, mais je lui dirais de ne pas tout mettre dans le même panier, de ne pas s'attendre à ce que l'écriture nous sauve, malheureusement. En fait, je pense que l'écriture peut nous sauver quand c'est quelque chose d'essentiel dans nos vies. Dans mon cas, c'est l'est, donc elle ne va jamais me quitter. Elle ne me fait pas peur au niveau de comment dire les choses ou sous quelle forme les nommer. Je lui fais entièrement confiance. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment ce qui donne le plus de sens à mon existence, sans bien sûr enlever l'essence aux personnes proches de moi ou aux enjeux qui me tiennent à cœur. Mais je sais que c'est mon moteur. Donc, je n'ai pas peur. C'est avec ça que j'avance. Sauf que l'effet de vouloir survivre grâce à ces moteurs a été une illusion pour moi. Et j'ai été extrêmement privilégiée dans ma pratique pour comprendre que ça ne suffit pas, qu'on ne peut pas, malheureusement, même au Québec, un pays avec des ressources au niveau économique et qui pourrait soutenir davantage la culture et les démarches d'écrivains, par exemple. C'est toujours à prouver, c'est toujours à démontrer le fait qu'on veut écrire, qu'on peut écrire, tu sais. Donc, quand on s'est trop donné, ou on s'est même épuisé à la tâche, on comprend que la voix doit sans doute être départagée. Que oui, on peut avoir des choses à dire, que personne ne nous offre un cadeau en nous publiant, que si on s'est rendu au bout d'un processus, c'est parce que cet élan est assez fort pour que ces processus existent, puis que ces livres existe aussi. Donc, il faut se donner de la valeur, il faut respecter ses droits, il faut signer des bons contrats. Donc, à ce niveau-là, j'ai une militance très ancrée et très active pour qu'on ne considère plus l'écriture comme un à côté ou un cadeau qu'on nous fait ou un privilège qu'on a. Non, c'est une façon de vivre. Donc, si on considère qu'un danseur, par exemple, on dit souvent l'artiste le moins bien rémunéré dans le milieu des arts, ben lui, il a un salaire minimal, ben les écrivains devraient en avoir un aussi. Et on ne devrait plus se conformer des 10% des droits d'auteur une fois par année. Et parce que toutes les personnes qui font partie de la chaîne du livre sont rémunérées même avec un salaire minimum et pas les écrivains. Et pour moi, ça, c'est pas normal. Donc, bien sûr que je n'aurai jamais la naïveté de dire à quelqu'un issu des diversités, oui, lance-toi, tête première dans ce monde, parce que c'est pas viable. Mais écris. Si tu as envie d'écrire, écris. Mais sois pas naïf, défends-toi, puis t'avoir une valeur. C'est tellement pertinent ce que tu mentionnes. Et tu parlais de faire respecter ses droits ou de signer un bon contrat, si je ne me trompe pas. Mais comment tu peux faire pour savoir qu'est-ce qui est un bon contrat? Ou comment... En créant des communautés. Ouais. Moi, on peut faire appel à mon expertise et à mon expérience. Et je vais toujours partager mes contrats qui ont été conseillés par des experts. Oui. Et donc, partager les ressources, parler de nos expériences, ne pas considérer notre pratique comme un cadeau qu'on nous offre. On n'a rien à prouver. Si on s'est rendu jusqu'au bout d'un projet, c'est parce que ce projet a une valeur. Et si ce projet est accepté par une maison d'édition, c'est parce que la maison d'édition trouve que ce projet est rentable. Il n'y a personne qui va nous faire des faveurs. On est dans un milieu capitaliste, dans une société capitaliste. Donc, malheureusement, il faut comprendre les enjeux qui correspondent à cette société. Quand je m'en vais ailleurs, en Uruguay, j'ai peut-être un autre rapport à la culture et à la littérature. Ici, non. Ici, j'ai appris. Donc, c'est vraiment de comprendre les logiques... marchandes aussi. C'est terrible de le dire comme ça. Oui, mais ça, c'est... Parce qu'on découvre rapidement aussi, puis ça, vous aussi l'annoncer comme personne qui veut faire partie du milieu littéraire, que le milieu littéraire, c'est aussi quelque chose qui est très motivé par une logique de marchand.
de marché. Et si on dénonce la précarité dans nos livres, ou si on dénonce les inégalités dans nos livres, mais il ne faut pas les accepter non plus dans nos pratiques. Non, c'est sûr. Et on peut parler d'exemples très concrets, par exemple les cachets rattachés à des textes qu'on publie dans des revues. Ça a été nommé récemment que parfois les délais peuvent atteindre 6 mois. Pour moi, c'est inacceptable. Jamais j'encouragerais une jeune personne qui écrit à se lancer tête première dans la publication dans des revues si cette personne a vraiment besoin d'un cachet de $300. Parce que peut-être que la personne ne peut pas attendre 6 mois. Et moi, encore aujourd'hui, avec une pratique professionnalisée, je dois faire 3 rappels à chaque fois que je fais un contrat pour qu'on n'oublie pas de me payer dans des délais convenables. Je dois signer des ententes maintenant où je demande des délais convenables aussi pour qu'on me paye. Et qu'on ne m'envoie pas un chèque par la poste quand on sait pertinemment qu'il y a une grève chez Post Canada. Donc, tous ces aspects-là ne sont pas encore à point dans notre société. Et pour moi, ce sont des alertes parce qu'on veut de plus en plus une littérature diversifiée, mais on ne peut pas dire à d'autres communautés ou à nos communautés, viens, c'est extraordinaire, si nous, on sait que ce n'est pas. Puis ce n'est pas. Donc, c'est vraiment de mettre ses limites. De se créer un réseau d'entraide, je sais pas. Oui, comme d'en parler, même de ne pas être gêné aussi. Je pense des fois de demander de l'aide aussi à d'autres autoristes, parce que moi-même, j'avais demandé aussi à des amis de relire, par exemple, mon premier contrat d'édition, juste pour voir si je pouvais pas comme, négocier certaines choses, parce que on est des littéraires. La majorité d'entre nous, on n'est pas formés pour comme, comprendre des clauses juridiques. On apprend sur le tas un peu. Puis on a une telle reconnaissance, évidemment, initialement envers un éditeur ou une éditoriste, parce qu'on se dit, j'ai un âge, je vais publier, c'est un rêve qui s'accomplit. Mais le rêve s'accomplit quand même dans une logique quand même marchande, finalement. C'est ça qui... Et une logique qui perdure, parce que les contrats types durent 10 ans. Donc, si tu signes un mauvais contrat, c'est une longue période que tu vas devoir traverser en lien avec ces contrats et qui peut t'aider partir de tes droits d'adaptation, par exemple. Si ton livre est basé sur ta vie et que tu n'as pas des droits de regard sur une adaptation, c'est troublant. Donc, tous ces enjeux-là, j'espère qu'on en parlera de plus en plus, qu'on décloisonnera justement le débat et qu'on sera franc et franche par rapport aux nouvelles générations aussi, puis que les conseils qui subventionnent les pratiques des artistes vont aussi mener des vraies réflexions par rapport au soutien qu'on apporte à des démarches, puis qu'on cessera de précariser constamment nos pratiques. Je ne sais pas combien de livres ça prend, ou combien d'ateliers, ou combien de présences médiatiques pour qu'on considère que, bon, on a une pratique, puis qu'on voudrait vivre de ça. Pour moi, c'est pas logique encore de ne pas pouvoir vivre de la littérature. Et je trouve que ça serait tellement intéressant pour un épisode au complet, là, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en parler davantage sur ce thème-là. Là, je vois le temps qui avance et je voudrais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez que le lectorat retienne de cette littérature latino-américaine d'ici, du Québec? Un message assez simple, que le Québec est en Amérique aussi, puis que c'est bien de regarder des fois un peu comme, vers la France, tout ça, mais qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres univers qui existent et qui peuvent parfaitement entrer en résonance avec des choses qui sont discutées, qui sont pensées ici, que le Québec gagnerait beaucoup, je pense, à essayer de regarder un peu plus vers le sud aussi, à essayer de se déprendre un peu d'un regard qui est soit porté sur soi, soit sur des choses qui sont très proches, qu'on pense qu'ils sont proches, comme, je sais pas moi, la France, les États-Unis ou même le reste du Canada, alors que la littérature latino-américaine est là pour signaler justement qu'il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres intensités, il y a d'autres façons de voir le monde aussi, et qu'on peut se lier aussi ensemble via la littérature. Donc moi, ce serait un message rapidement comme ça, c'est pas un éloge de l'Amérique, mais c'est juste un rappel, on est quand même en Amérique aussi, là. Et on est liés quand même. C'est tellement vrai. Moi, c'est la complexité de la présence de toutes les voix littéraires ici au Québec et qui sont traversées par des cultures latino-américaines. Parce que juste ici, autour de la table, on en a déjà 3 et ces voix sont complexes et traversées par des spécificités. On parlait de Karine Rousseau aussi, qui a sa pratique littéraire très ancrée. On pourrait en nommer des dizaines de personnes qui ont une pratique littéraire et qui appartiennent à différentes cultures. Donc, ce qu'on pourrait retenir, c'est ça, c'est l'effet multiple que cette présence a dans la littérature québécoise.
et qui continuera, j'imagine, aussi à cohabiter, à coexister. Oui, absolument. Mais je voudrais vous remercier pour cette belle conversation. C'est sûr, il y a des thèmes que j'aurais voulu explorer davantage. C'était extrêmement pertinent, donc je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à toi. Et merci, Bla. Merci. Merci.